Bonjour Maxime, déjà merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour nous. Donc on va commencer cet entretien par la partie plus scolaire. On va revenir sur votre parcours scolaire. Donc vous avez fait vous un bac scientifique. Alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier parce que j'ai commencé à faire 2 années de prépa à CPE Lyon, durant lesquelles je me suis beaucoup investi associativement, en étant président d'un BDE et en montant un projet pour partir au Mali. Et du coup, plutôt en échec scolaire sur ma 2e année de prépa. Et j'ai pas eu la possibilité de la redoubler à CPE et je l'ai redoublée à l'ECAM Rennes. Donc j'ai intégré la prépa intégrée en 2e année à l'ECAM Rennes et j'ai finalisé mes études là-bas. Je pense que jusqu'à ce que j'ai ce choix à faire, j'avais tracé, parce que pour caricaturer un tout petit peu, j'étais bon en maths, en physique et on m'a dit tu feras ingénieur. Je savais juste que j'avais pas envie d'une ambiance concours et donc j'avais choisi la prépa intégrée, mais je m'étais pas vraiment posé la question de ce que je voulais faire. Et du coup, à ce moment-là, j'avais même hésité à continuer ingénieur et j'ai choisi de continuer ingénieur, mais en me disant que c'était pas particulier. Enfin, j'avais besoin de m'approprier ce diplôme et d'essayer de voir qu'est-ce qui allait faire du sens pour moi et comment est-ce que je pouvais utiliser ce diplôme d'une manière qui allait avoir du sens pour moi. Et du coup, l'ECAM, ce que j'aimais beaucoup, c'était le côté très généraliste. Et après, moi, il y a un message qui m'a beaucoup plu quand je suis arrivé, c'est qu'on m'a dit bah, t'as peut-être pas mis les priorités au bon endroit, mais les expériences que tu viens d'avoir, elles sont très formatrices. Et c'est plutôt quelque chose qu'on valorise aussi à l'ECAM. Et c'est quelque chose qui était plutôt, qui moi m'a attiré et m'a donné envie de rejoindre l'ECAM Rennes. Au BDE, 2 ans d'affilée, et notamment plutôt sur le volet un peu com, donc à faire tout ce qui était vidéo, affiches, etc. J'ai créé, proposé et créé à un moment une asso photo qui s'appelait Les Caméras. Je ne sais pas où elle en est et si elle a continué. Je sais qu'elle a continué quelques années après. Et puis, j'ai participé à la réflexion et au lancement des 2-3 premières années du printemps de l'ECAM. Ouais, moi, du coup, j'ai fait une année de césure et après, je suis parti finir mes études aux Philippines. Et donc, la particularité, c'était que fin décembre, j'avais fini mes études et que j'avais pas besoin de faire de stage. Et j'ai eu la possibilité de bosser 3 mois aux Philippines. Donc, j'ai bossé avec un professeur pendant 3 mois là-bas. Et quand je suis revenu, j'ai quand même saisi j'étais pas obligé de le faire, mais j'avais la possibilité de faire un stage. Et donc, j'ai fait un stage chez Alstom. Il y avait une offre qui correspondait complètement à mon expérience, à savoir que moi j'avais fait une année de césure en achat responsable, en conseil en achat responsable. C'était à peu près les mêmes compétences que j'avais mobilisées aux Philippines. Et là, c'était rentrer dans la direction achat responsable d'Alstom. Et donc j'ai refait un stage un peu bonus qui moi me permettait de trouver un emploi tout de suite et de me mettre en mouvement. Et puis de continuer à chercher, mais en étant en stage. À la base, l'envie, c'était de rester chez Alstom et potentiellement de créer un VIE, sauf que c'était pile le lundi où je suis arrivé chez Alstom, c'était officialisé le rachat par General Electric. Donc petit à petit, le département de développement durable s'est réduit de plus en plus. Donc les possibles se sont complètement fermés, mais ça m'a permis de continuer à me faire une expérience et chercher en parallèle. Et donc le jour où j'ai arrêté Alstom, la semaine d'après, j'embauchais dans un cabinet de conseil en RSE. En fait, donc moi je viens du conseil. J'ai été dans du conseil dans mon année de césure et puis après pendant 2 ans en tant que conseil sur les questions RSE et management. Et en fait la posture du facilitateur, c'est une posture qui est assez similaire parce que c'est une posture d'accompagnement. Mais par contre, le conseil porte très bien son nom, c'est quelqu'un qu'on vient voir pour lui demander des conseils. Le consultant, il est là, il est consulté pour donner des conseils, etc. Et sur les sujets que je porte, je ne trouvais pas ça forcément intéressant que quelqu'un vienne conseiller sur la bonne raison d'être à avoir, les bonnes valeurs à avoir, etc. Même si c'est un peu caricatural de le voir comme ça, mais en tout cas, ce n'était pas une posture que j'avais envie d'adopter. Et la posture de facilitateur, c'est une posture que j'ai découverte petit à petit et qui se démocratise de plus en plus, mais c'est une posture où l'objectif, c'est de faciliter un processus. Quelqu'un qui vient me voir et me dit « moi, je veux déterminer la raison d'être. Moi, je vais créer un processus qui va faire que l'équipe elle-même va déterminer par elle-même sa raison d'être. » Et donc l'objectif, c'est pas du tout que moi je les conseille, même si je leur apporte une structure, comment est-ce qu'on va rédiger, je leur propose des exercices, des ateliers, etc. pour y aboutir. Mais moi, je suis juste là pour créer et faciliter le processus.
En fait, à partir du moment où ils considèrent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre société, dans leur entreprise, etc., de prendre conscience que tant qu'on ne change pas quelque chose, on continuera à obtenir les mêmes résultats. C'est assez mécanique comme réflexion. Mais du coup, de se dire, tant qu'on fait la même chose, on a les mêmes résultats. Et donc, s'il y a un moment, il n'y a pas quelqu'un qui vient questionner quelque chose et changer quelque chose, on sait qu'on arrivera toujours à la même chose. Et donc, d'oser presque prendre confiance en eux et de se dire, si ça, c'est quelque chose qui vous semble pas cohérent, qui vous semble pas être... qui a peut-être mieux à faire, ou etc., et d'oser le verbaliser, d'oser le questionner, d'oser... Il y a plein de choses qu'on fait et qu'on n'ose plus questionner, alors que presque tout le monde autour de la table est pas tout à fait OK avec ce qu'on est en train de faire, mais juste personne n'ose l'exprimer. Et donc, je pense qu'on a beaucoup à gagner à oser questionner les choses dès qu'on se dit il y a peut-être mieux à faire ou je suis pas tout à fait aligné avec ce qui est en train de se passer.